Alors, c'est une jeune fille qui, pour nous, s'appelle Katia et qui a des difficultés de s'autonomiser vis-à-vis d'une mère qui est autoritaire, qui fait tout à sa place. Auparavant, elle était beaucoup plus autonome et affirmée, et elle s'est réfugiée dans une attitude infantile, disons, dans une attitude donc infantile depuis la mort de son père. Donc, lorsqu'elle avait 14 ans, elle a 16 ans, donc il y a 2 ans. Je dirais qu'au départ, c'était ce qu'on m'avait dit de la situation, c'était la mort du père. Mais j'apprendrai que la mort du père, c'est le suicide du père. Donc ça change quand même beaucoup les choses. À partir de là, s'est organisé donc un changement sur le plan de sa personnalité. Et en même temps, il y a un problème de convergence visuelle, un strabisme de l'œil droit. Et en plus, pour bien combler la situation, une myopie. Là, vous voyez, il y a le strabisme qui rapproche, et puis il y a la myopie qui rapproche plus encore. Il y a les deux à la fois. L'autre fois, c'était on enlève le strabisme et se met en place une myopie. Tandis que là, il y a les deux. Pour que bien on soit dans une relation bien serrée, par peur de perdre toujours. Alors, Katia a des difficultés depuis cette époque de repérage dans l'espace. Elle est très attachée à la relation. Elle a tout le temps besoin du repère de l'autre pour se situer, mais elle est pourvue de potentialités imaginatives. Donc, on est dans la projection. Mais le collage relationnel qui est différent. Donc, dans ce mouvement régressif, lorsqu'elle est face au miroir, elle ne se reconnaît plus. Elle est confrontée à un vide. C'est-à-dire qu'elle est tellement collée à l'autre que son image est fonction de l'autre et non pas fonction d'elle-même. Hein? C'est-à-dire que si elle est face à l'autre, l'autre est son miroir et la structure. Si l'autre n'est plus là, il n'y a plus rien. Hein? Parce que c'est l'autre qui gère le repère identitaire. Lorsqu'elle est seule face au miroir, elle est confrontée à un vide et elle a l'impression de son visage uniquement, c'est ce qu'elle dit, lorsqu'elle est en relation. Parallèlement à ça, elle a un rêve répétitif, celui d'une maison vide, donc on peut faire le lien avec elle, figée, hein, ça veut dire qu'elle ne bouge pas, hein, bien collée, comme ce qu'elle a fait hein, sur le plan du strabisme et de la vision binoculaire, sans expression, et dans ce visage, cette maison donc vide, c'est une maison visage. Vous savez ce que c'est qu'une maison visage? Une maison visage, c'est une maison où les fenêtres, c'est des yeux et la bouche, c'est la porte. D'accord? Donc, vous voyez ce cadre là. Donc, en bas, il y a la bouche. Et là, il y a un œil. Et là, il y a un autre œil. OK? Et puis le toit, bien sûr, de la maison. Voilà ce que c'est que la maison visage. Il y a un climat d'angoisse qui se développe et d'une manière, disons, générale. Et c'est pour ça qu'elle va venir pour de la relaxation. Alors, ce qui est très difficile pour cette patiente, c'est bien sûr de faire de la relaxation allongée. Parce que quand elle est allongée, elle perd sa référence de l'autre et sa référence au visage de l'autre qui la structure.
Donc, ça, il faut en tenir compte. Et c'est pour ça que, eh bien, on ne peut pas faire de relaxation allongée, on la fait face à face. Et à un moment donné, elle m'explique qu'elle voudrait voir ce que ça fait de passer dans une situation allongée. Je lui dis que je suis tout à fait d'accord, mais qu'il faut qu'elle fasse attention, que ça peut peut-être lui poser problème. C'est-à-dire que je ne refuse pas le passage à la situation allongée, sachant que ça va lui poser problème, mais je lui dis que ça peut lui poser problème et que si ça peut lui poser problème, elle peut revenir à la situation face à face. Donc, elle expérimente cette situation allongée et là, elle se rend compte que lorsqu'elle est couchée, donc qu'on n'est plus en face à face, elle est confrontée à sa disparition et son apparition dans le miroir. Ce qui veut dire que je fonctionne dans la relation miroir par rapport à elle. Je suis son miroir. Et quand elle est donc, elle disparaît dans le miroir, elle est confrontée à un vide. En fait, il y a un problème chez cette patiente qui est autour de la dépendance à la mère. C'est une situation qui est aliénante, mais elle se sent bien là-dedans. Et le problème, c'est que ce qu'elle constate, justement, avec ce passage allongé face à face, c'est qu'elle a besoin toujours de cette relation maternelle pour se situer et que c'est une situation qui ne lui permet pas de se construire. Alors, on va essayer de trouver une situation intermédiaire en relaxation pour qu'à la fois elle ne soit pas confrontée au vide et à la fois eh ben, elle trouve quand même une certaine autonomie pour se construire. Donc, on propose ensemble un mouvement. Elle demande que je lui fasse le mouvement pour avoir un point de repère au départ. Et on n'est plus allongé, hein, on est face à face quand même. Mais on n'est pas face à face en face, on est face à face un peu à côté. Hein, c'est-à-dire qu'elle est quand même confrontée à un vide, mais elle a le repère du mouvement par rapport à moi, et puis ensuite elle le fait toute seule. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est un peu d'autonomie, ce qu'elle peut avoir d'autonomie pour pouvoir ne pas être dans l'angoisse et se construire. Et puis, petit à petit, elle, toujours en choisissant toutes les deux ensemble le mouvement, elle va de plus en plus pouvoir le faire donc en autonomie, sans passer par moi qui le fais en premier, et juste passer par le discours. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment où elle expérimente donc l'autonomie, de cette manière, hein, on n'est pas allongé encore, elle me dit qu'elle est confrontée au deuil. Ah, okay. Quand elle est en autonomie, elle me dit qu'elle est confrontée au deuil. Okay. Alors, quelques semaines plus tard, elle me parle de cette situation d'indépendance et elle la qualifie de traumatique. Hein. Et le fait qu'elle trouve que ça soit un traumatisme la pousse à essayer de la dépasser et elle demande à s'étendre en relaxation. Pour qu'elle ne soit pas dans le vide, je lui propose de reprendre des mouvements
qu'on a déjà créées ensemble, c'est-à-dire des choses qu'elle a déjà créées et fait en face à face, ce qui va la rassurer. Et ça va permettre de retrouver toute une élaboration onirique autour du thème du visage. Elle va... alors, c'est en relaxation, hein, c'est dans une situation un peu de rêve réveillé. Alors, que je vous explique, la relaxation, il y a un mouvement, donc où on crée ensemble un mouvement en fonction de ce que la patiente a vécu relationnellement. Donc, ça a un lien avec la psychothérapie, le mouvement relationnel, et un lien avec ce que la personne désire travailler sur le plan du corps. C'est une proposition de mouvement. Donc, elle peut le faire, elle peut ne pas le faire, elle peut le changer, elle peut le modifier. Si elle ne peut pas le faire tout seul, elle peut me le demander. Donc, c'est une proposition de mouvement, c'est très souple. Et surtout, ça part de la patiente. C'est-à-dire que c'est elle qui me dit ce qu'elle veut travailler, et c'est moi qui l'aide au niveau du mouvement à élaborer ce mouvement ensemble. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous pouvez faire comme ça, comme ça? Enfin, vous voyez, c'est un travail qu'on fait à deux. Hein? Et ensuite, la patiente, ou bien elle est face à face et fait le mouvement toute seule, ou bien elle s'allonge et elle fait le mouvement toute seule. Et puis ensuite, il y a un moment où il n'y a plus de mouvement, mais la personne est en situation allongée, c'est-à-dire une situation qui renvoie au sommeil et au rêve. On est en situation allongée, on n'agit plus par l'action, mais la représentation de l'action, comme dans le rêve. C'est pour ça que c'est très intéressant, cette technique, par rapport aux patients qui sont dépourvus de potentialité imaginative. Et puis ensuite, on parle de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé en relaxation. Et c'est dans ce mouvement de représentation, donc, que l'imaginaire, chez elle, elle existe hein, sur le plan de l'imaginaire, mais l'imaginaire est accentué hein, par cette situation corporelle, et c'est là où il y a donc se réveiller, si vous voulez. Donc, elle voit une maison visage, figée, vide, sans expression, comme une maison, comme son visage, attention, depuis le deuil du père. Ok? Donc, elle associe le deuil du père au visage figé, sans expression. Figé, comme on peut être figé. Je vous traduis les choses un peu vite parce qu'elle les traduira après, mais pour que vous compreniez, figé comme on peut l'être quand on est mort. Ok? Donc, elle me dit que c'est le thème d'un rêve ancien qui traduisait à l'époque un désir chez Katia qui était partagé avec son père de rapprochement. Et que si les yeux ou les volets de la maison étaient fermés, dans le rêve à cette époque, c'était par culpabilité face à tout cet imaginaire de rapprochement vers le père, tout cet imaginaire édipien. Ça crée la distance, si vous voulez, de fermer les yeux. Donc, on voit intervenir la problématique visuelle, son fonctionnement édipien et tout un fonctionnement de culpabilité que vous ramènerez plus tard, à la fin, au deuil du père. Plus tard, toujours dans ce moment de relaxation, un même paysage, sans soleil, est décrit par Katia, et elle se trouve de l'autre côté d'un mur. Donc, il y a un mur, il y a toujours le même paysage, il y a un mur, et de l'autre côté du mur, il y a des personnages qui sont inconnus, et ces personnages inconnus escaladent une barrière murale pour venir vers elle, vers la maison visage qui est elle.
D'accord? Ils escaladent donc cette barrière, hein, et le père disparaît dans cette escalade. Vous voyez le problème? Donc, il y a un problème au niveau de la disparition au père, hein, et de la problématique de rapprochement. Pour régler le problème, un volet de la maison se ferme. Okay? Donc, pour régler le problème du deuil lié au rapprochement, un volet de la maison se ferme. Avec le rêve suivant, on aboutit à un mouvement régressif. Un soleil qui apparaît en personnifiant la mer, qui envahit la maison et les images. La mère remplace le père, et le fait que la mère remplace le père, ça permet d'annuler le deuil. Et malgré cela, malgré ce soleil, donc la maison a quand même ses volets à demi fermés. Et avec mon aide, Katia ramène l'image du contrevent à la vision. Donc, la vision qui est liée à la disparition du père. La vision qui est liée au rapprochement, hein, au rapprochement dans toute relation, comme dans la relation à celle du père, et qu'on supprime. Elle me dit, le loin, c'est traumatique. Alors, quand on choisit ensemble une recherche corporelle qu'elle veut dans un retour au passé, elle fait le mouvement, et puis après le mouvement, quand elle parle, elle me dit que ça lui rappelle un élément de sa vie capitale, mais qu'elle avait oublié. Et il fait référence à la vision. Alors écoutez bien. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, peu de temps après la défenestration de son père, vous comprenez, les contrevents, la fenêtre et la vision, elle a vu, donc on est dans le domaine de l'imaginaire et de la vision, un attroupement. On emmenait un homme dans l'ambulance. Elle l'a rencontré du regard. Vous voyez l'importance dans son discours de la vision, mais elle ne l'a pas reconnu. Donc, on voit dans son discours la défenestration du père, qui renvoie aux yeux fenêtres de la maison en rêve, et un événement qu'elle retrouve, qu'elle avait oublié, et qu'elle récupère donc dans la psychothérapie parce qu'elle est dans une relation où il est permis, elle est rassurée d'abord, et il est permis de se le rappeler. Elle veut un mouvement qui fait référence au passé. Je ne lui dis pas non, ça ne sert à rien. Hein. Au contraire, je l'accompagne, dire, elle me tend des jalons, hein, pour me dire est-ce que c'est permis qu'on puisse raconter des choses qui font référence au passé. Donc, comme j'accepte, je libère chez elle une forme d'interdit qui lui permet d'aborder le problème. Donc,
vous voyez, la relation, ce qu'on joue dans la relation et ce qu'on dit dans la relation est important. Qu'est-ce qui lui revient maintenant à la mémoire? À l'époque de son suicide, son père était déprimé. Il avait demandé à sa fille de rester avec lui le soir de l'accident. Il ne faut pas oublier qu'il y a une problématique édipienne d'elle, de rapprochement vis-à-vis de son père. Et que le fait que, que son père se rapproche d'elle en lui demandant de rester avec lui, tous les deux seuls, hein, ça lui a fait peur. Ça crée une relation beaucoup trop proche. Donc, le père demande à sa fille donc, de rester avec lui le soir de l'accident, car s'il était seul. Katia, effrayée par cette demande, avait tout d'abord accepté, puis refusé. Elle avait accepté parce que ça lui faisait plaisir que son père, dans cette situation relationnelle avec lui demande. Et puis, tout d'un coup, ça lui a fait peur parce que c'était une trop grande proximité et elle refuse. En rentrant à la maison, elle découvre le drame. Depuis, elle ne supporte plus de s'éloigner. Vous voyez, elle s'est éloignée, il y a eu ce drame, et si elle s'éloigne, on peut retrouver un autre drame. Donc, elle ne supporte plus de s'éloigner, donc elle a posé sur l'espace, vous voyez, tout un imaginaire qui renvoie à la mort du père. Son manque d'autonomie la protège d'une histoire similaire. Donc, se coller à l'autre, hein, c'est une manière que cette situation ne puisse plus se reproduire. Coller à l'autre aussi à travers la vision binoculaire. Il y a tout un imaginaire donc, qui s'est collé sur l'espace et sur situation qui se traduit par la problématique de la vision binoculaire. Et pour elle, elle dit que tout ce qui relève de loin lui est maintenant impossible. Et là, elle décrit beaucoup de situations. Par exemple, de voir une photo d'un pays lointain, ça lui fait mal à la tête. De lire un livre où les gens s'autonomisent, font ce qu'ils veulent de leur vie, elle ne le supporte pas. Tout ce type de situation. Alors, beaucoup plus tard, à peu près 6 mois plus tard, en relaxation, donc toujours dans cette partie où la motricité est arrêtée, il va y avoir une élaboration onirique qui va régler définitivement le problème de la vision. Il s'agit d'une maison de village aux fenêtres ouvertes qui bouge et regarde au loin une croix tombale dans un climat apaisant. Et elle élabore. Pour Katia, ce cadre serein, avec des nuages tranquilles, règle le problème de sa culpabilité face à la mort du père. Elle s'est sentie coupable parce qu'elle a refusé de rester seule avec lui, donc elle est coupable de sa mort. Et la culpabilité, c'est toujours quelque chose qui ressort d'une situation où il y a de l'imaginaire. Elle dit qu'elle est tout à fait interloquée par le fait que dans cette image qu'elle a créée, la maison bouge. Elle est plus figée. Et elle me dit qu'il y a tout un jeu passif que moi j'appellerais d'identification au père mort. Car il y a une grande culpabilité face à sa mort. Donc, être comme lui, figé, mort, quelque part, c'est enlever une partie de la culpabilité, c'est être comme lui, donc
pour elle, enlever une partie de sa culpabilité face à sa mort. C'est comme ça qu'elle analyse. Et pour elle, le strabisme, c'est une forme d'être dans une passivité oculaire, c'est-à-dire l'activité, c'est de converger, le strabisme, c'est être dans une situation de passivité où on ne fait plus l'effort de converger. Elle est dans une situation de passivité face à sa mort, qui est aussi une manière d'être dans la mort, passive, de s'interdire l'activité. Donc, dans l'identification aussi à son père mort. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à la convergence visuelle, elle me dit que secondairement, maintenant qu'elle commence à converger, elle voit que quand elle était en position donc, de difficulté dans la convergence visuelle, elle était dans une situation de proximité par rapport à l'autre qui lui permettait de garder l'autre très proche par peur qu'il lui arrive à l'autre une situation similaire au père. Mais que cette situation était une situation absolument impossible. Voilà. Donc, vous voyez là une situation donc complètement de richesse sur le plan imaginatif qui est portée sur la convergence visuelle et qui empêche donc la situation visuelle de fonctionner avec deux éléments sur la convergence visuelle, un élément donc, de proximité qui permet de rapprocher de l'autre, de se rapprocher de l'autre pour ne pas vivre encore une fois cette situation traumatique de séparation, mais elle est secondaire à une situation d'identification dans la passivité au père mort, hein, et de retrouver cette manière d'être figée comme on l'est face à la mort. Le fait qu'elle s'identifie au père, donc qu'elle soit lui mort quelque part, dédramatise sa culpabilité face à la mort. La culpabilité qui vient du fait d'abord qu'elle est en position oedipienne par rapport au père et que son père, ce soir-là, était déprimé et qui se retrouvait seul, donc lui a proposé de rester, qu'elle reste, excusez-moi, avec elle, parce que il se sentait mal, déprimé, et effectivement en situation de difficulté, ce qu'elle ne pouvait pas comprendre à son âge, et le drame est arrivé. Donc il y a plusieurs éléments dans cette observation clinique. Donc une symptomatologie, vous voyez, qui n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, c'est une manière, je dirais plus technique, d'être en rapport, de proximité avec l'autre. Ici, on est complètement dans une situation de l'ordre de l'imaginaire qui apparaît dans ses rêves et ses rêves éveillés en relaxation et qui lui permet ses rêves de comprendre, de symboliser, de mettre en image plutôt ce qui se passe dans sa vie. Et en l'occurrence, dans cette relation de deuil difficile. Vous voyez que dans la situation relationnelle, on part, disons, d'un réel, il y a une donnée imaginative chez elle, mais disons que ce que j'apprends, c'est qu'il y a un deuil.
il y a le deuil, il y a le deuil du père. Voilà, c'est tout. Hein? Donc, une situation quand même qu'on a banalisée. Et puis ensuite, on va un petit peu plus loin et j'apprends qu'au fond, cette situation de deuil, c'est un suicide du père. Donc, on est dans une situation où on aborde quand même la difficulté d'une manière plus profonde. Et puis, j'apprends, vous voyez, c'est le rythme d'élaboration de la patiente que l'on suit, que ce deuil du père, eh bien, ça renvoie finalement à un rêve ancien qu'elle a fait à partir du deuil du père. Et dans ce rêve ancien, il y avait une maison visage avec donc des fenêtres qui sont des yeux, et qu'au fond, ces yeux, dans la maison visage, ils renvoyaient au strabisme depuis le deuil du père. Et puis, j'apprends aussi par petit à petit que, eh bien, il y a un problème, disons, d'espace entre la relation au père et la maison visage, qui est elle. Il y a un père avec d'autres personnes qui essayent d'escalader un mur pour venir vers elle. Ce qui s'est passé, c'est que le père a franchi la barrière de la distance relationnelle entre elle et lui en proposant à Katia de rester seule avec lui le soir du drame. Hein? Et donc, elle aurait préféré être avec tous ces personnages, et puis elle se retrouve seule avec lui, et se retrouvant seule avec lui, dans cette demande du père, il y a les yeux, hein, les contrevents qui se ferment. Okay, de la même manière que il y a un problème de strabisme qui est intervenu autour du suicide du père. Et puis, ayant confiance dans la relation avec moi, elle me propose de créer des exercices qui ont un lien avec le passé. C'est-à-dire qu'elle me pose la question, à travers ça, est-ce qu'il est possible de revenir au passé? Hein? J'accepte de créer avec elle des mouvements de retour au passé. Et en acceptant, je lui dis qu'il est possible, effectivement, d'élaborer le passé. Ce qu'elle fait. Donc, elle me raconte ce qui lui permet d'ouvrir ce qui était oublié, vraisemblablement par culpabilité. C'est-à-dire les volets, ils sont au niveau des yeux et puis ils sont fermés aussi, ils se sont fermés aussi au niveau de la pensée pour ne pas être confrontée à cette difficulté. Et là, elle élabore le problème donc de ce qui s'est passé face à la relation au père. C'est-à-dire, il y a eu une situation difficile, très difficile. J'ai été coupable du deuil de mon père et je me suis identifiée à lui en ne bougeant plus
voilà ce qui est vrai, puisqu'elle a régressé. Donc, elle ne va plus de l'avant. Elle s'est figée dans la régression. Et en plus, elle s'est figée sur le plan de la relation, d'une situation relationnelle, dans la proximité pour ne pas perdre, mais dans une situation qui ne peut plus non plus se traduire par un éloignement. Voilà, c'est une situation qui est bloquée. Voilà. Et donc, petit à petit, en analysant cette situation bloquée et l'identification qui s'est passée dans la relation au père, où elle a été le père, en quelque sorte, mort d'une certaine manière, ça lui permet d'élaborer la réalité de la situation qu'il y a derrière tout ça. La réalité, c'est quoi? La réalité, le réel, c'est le réel tel quel. La réalité, ça fait partie de l'imaginaire. Hein, c'est-à-dire le vrai de la situation plus l'imaginaire qu'elle a créé de cette situation-là. Donc, en réalité, il s'est passé que le soir donc, du suicide, son père était déprimé, qu'il devait être seul, que ça lui posait un problème d'être seul. Il a demandé à sa fille de rester avec lui, que sa fille a accepté, parce que ça lui faisait plaisir. Il faut voir le problème dans le registre oedipien, d'être seul avec son père, et puis cette situation de rapprochement du père vis-à-vis d'elle lui a fait peur, et à ce moment-là, elle a refusé. Et c'est dans ce moment, elle a été chez une amie, dans le dîner, et quand elle est revenue de chez son amie, elle a rencontré donc, le cantier qui ramenait le père sur une civière. Et rappelez-vous, elle l'a rencontré du regard, donc les choses se sont, mais elle ne l'a pas reconnu. Voilà. Donc les choses se sont passées dans la relation avec le père au niveau du regard. Ça, c'est très, très important. Et donc, le regard a été pris, je dirais, dans le traumatisme de la mort. Et elle renvoie donc de cette situation-là toute une culpabilité de cette mort et cette peur que si elle décoince cette situation relationnelle dans la proximité, il peut y arriver quelque chose d'inquiétant. Donc cette relation figée est à la fois une identification au deuil du père et une situation figée pour que elle, qui a été générateur de cette situation de crise, ne puisse pas générer une autre situation de crise. C'est ce qu'elle a élaboré en définitive de cette situation. Voilà. Bien, il nous reste un quart d'heure. Je vais conclure. Peut-être une question. Oui. Du coup, par rapport à son angoisse et par rapport à son strabisme, est-ce que ça a apporté une évolution? Alors, par rapport à son angoisse, c'est sûr. Par rapport à son strabisme, il faudra la situation où elle décrit la récupération du souvenir du deuil du père pour que le strabisme se récupère. C'est-à-dire que là où j'en suis rendue de l'observation clinique, 2 mois plus tard, elle va pouvoir, à travers toute l'élaboration qu'elle va faire par rapport à cette situation-là, bouger quelque chose sans peur de perdre, sans peur de déclencher une situation de perte. Donc,
c'est à partir du moment où elle va comprendre que sa relation figée était par peur qu'une situation aussi qu'elle a créée, elle, se récupère. C'est à partir du moment où elle a vu qu'elle pouvait aussi me quitter, me retrouver, donc expérimenter la situation de perte sans que rien ne bouge, qu'elle va pouvoir récupérer le strabisme des œufs. Oui, vous avez des questions à poser peut-être. Oui, Sylvie, vous avez parlé de strabisme, mais aussi de myopie. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est de la myopie. Alors, dans le strabisme est lié, c'est un mouvement dynamique. Le strabisme, la récupération du strabisme, c'est un mouvement dynamique, on bouge les yeux. Okay, c'est-à-dire qu'on va mettre les yeux dans le bon sens. Okay, donc, c'est un processus actif. Donc, la récupération du strabisme va permettre déjà de récupérer une légère myopie. Donc, une fois, je ne voulais pas trop l'analyser parce que j'avais peur que ça soit trop difficile pour vous. Donc, la récupération du strabisme, ça sera quand elle va récupérer le problème du figé, de la relation d'identification au père mort. Là, le strabisme va se récupérer, c'est-à-dire qu'elle va se permettre d'être active dans la relation. Avec moi, dans un premier temps. Parce que avec le processus de quitter et retrouver, elle a confiance. Hein? Et puis, petit à petit, avec l'élaboration de sa culpabilité, donc face à la mort du père, elle va se permettre donc de rejouer plus de distance sans pour que cela, ça change quelque chose dans notre relation. C'est-à-dire qu'en séance, elle se permettait de voir de plus loin. Et puis tout se récupère. Enfin, en dehors, elle n'osait pas. Et il y a eu plusieurs étapes comme ça pour que, en définitive, le dedans et le dehors de la thérapie puissent être en équilibre. Donc, si vous voulez, il y a eu deux mouvements dans la récupération de la vision binoculaire. Le mouvement de la convergence visuelle, qui est un processus actif, donc qui va se restructurer autour de l'élaboration du concept d'immobilité, donc d'identification au père mort, et puis la myopie, hein, qui va être donc récupérée autour de l'analyse de la culpabilité face au fait que son père donc, lui a demandé de rester et qu'il n'a pas pu rester. Et le fait qu'il s'agit bien sûr d'un mouvement dans l'organisation de son fonctionnement, qui est le mouvement édipien, hein, la compréhension de ça va lui permettre aussi de dédramatiser, hein, la culpabilité. D'autant plus qu'elle est en train d'évoluer vers autre chose. Donc, elle comprend qu'au moment du deuil du père, elle était dans une situation de son fonctionnement qui est en train de se modifier, de changer, et que c'était un mouvement d'élaboration. Donc ça aussi, ça a permis beaucoup de dédramatiser la situation pour qu'elle puisse récupérer le phénomène de myopie. Donc, si vous voulez, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de myopie et il y a le phénomène de strabisme. La vision, c'est une fonction, un fonctionnement. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a autour de 5, 6, 7. Un enfant, il est strabique, hein, au départ. Dans le temps, on croyait qu'il ne voyait pas. En fait, il voit, mais il ne voit plus. Hein? Et puis, grâce au progrès de son système nerveux, petit à petit, il
commence à organiser une vision, il commence à voir une différence entre le père et la mère. Okay? C'est cette différence entre le père et la mère qui va lui permettre de voir qu'il y a un processus de différenciation. Ce processus de différenciation va petit à petit s'élaborer dans son fonctionnement psychique. Et en même temps que se construit donc cette différenciation dans la relation, il va pouvoir faire exister la personne en place, utiliser la convergence visuelle qui est une manière donc d'aller vers un point de vue en face. Mais pour ça, il faut que l'autre existe. Donc ça se met en place vers 6, 7, 8 mois, en même temps que le processus de différenciation. Mais quelquefois, ça peut ne pas se mettre en place. Mais quelquefois, on peut retourner à un fonctionnement qui s'est... Ça s'inscrit dans une régression, si vous voulez, la fonction visuelle, là. Parce que c'est quelque chose qui a été créé et qui est de l'ordre de l'élaboration. Et on retourne à ce moment-là. Donc ça s'inscrit dans un processus de régression. Le strabisme, la myopie, ça c'est autre chose. C'est vraiment un problème d'espace et ça renvoie donc plus à une dynamique qui est portée sur l'espace et qui empêche l'espace de fonctionner. C'est symbolique, ça a un sens. Hein, tandis que le strabisme, c'est un fonctionnement qui se met en place ou qui régresse. Oui, vous avez des questions à me poser par rapport à ça? Moi, j'en ai peut-être une. On parle de convergence du strabisme. Est-ce que, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont plutôt une vision, enfin, ça arrive, avec des yeux qui vont vers l'extérieur. Oui, strabisme divergent. Divergent. Oui, et c'est la même chose. C'est le même processus sur le plan de l'espace. Ça modifie l'espace. Dans l'espace de la proximité. Et là, c'est plutôt de l'éloignement, du coup, plutôt que de la... Non, c'est pareil. Ça modifie l'espace sur le plan de se rapprocher. De se rapprocher, d'accord. Se rapprocher de l'autre. Okay. C'est-à-dire que ça crée déjà une petite myopie. Hein, mais ce n'est pas la même myopie que la myopie. Hein, c'est parce qu'on se rapproche de l'autre. D'accord? Tandis que la myopie, c'est encore un autre mécanisme qui, là, s'est mis en place en plus. Et qui est symbolique et qui a un sens. Sylvie, Oui. mais en fait, ça ne veut pas dire que toutes les myopies et tous les strabismes, ils versent vers... Non, c'est une myopie fonctionnelle. Voilà, c'est-à-dire c'est vraiment à travers la relation qui va être créée, à travers l'histoire racontée par le patient, qu'on va faire des liens avec son strabisme ou avec sa myopie. Il n'y a pas, c'est quelque chose de fonctionnel, c'est une myopie fonctionnelle. Voilà, c'est-à-dire le lien, comment on va savoir... Comment on va savoir qu'elle est fonctionnelle ou organique? C'est à travers le... Là, c'est l'ophtalmo qui vous dit. Ah, voilà. Ok. Là, c'est l'ophtalmo qui vous dit. Mais c'est une myopie fonctionnelle et comme c'est fonctionnel, c'est conflictuel. C'est bon. C'est symbolique. Là, on est dans un conflit. Très bien, parfait. Voilà, donc pour finir, je vais... Demain, vous réfléchissez et je vais laisser plus de temps aux questions. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner un maximum d'informations. Ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Hein? Pas d'affolement. Hein? Mais je voulais vous donner un tout, vous voyez, pour que vous ayez une vision du tout, parce que ce qu'il faut vous rendre compte, c'est qu'il y a toute une dynamique, vous comprenez? Les choses ne sont pas figées, hein? On n'est pas dans des cases. Hein? On évolue, on régresse, il y a des choses qu'on crée, il y a des choses qu'on perd, vous voyez?
c'est cette dynamique-là, vivante, de toute personne, hein, qui s'arrange aussi face aux problèmes de vie. Hein. Vous imaginez, cette jeune fille, ce qu'elle a vécu, c'est terrible à l'âge qu'elle avait. Ce monsieur aussi qui tue son père en voiture, c'est terrible. Hein. Donc ce sont des situations où naturellement on essaye de s'arranger avec. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et en essayant de s'arranger avec, ça crée d'autres problèmes. Voilà. Hein? Mais il y a toute une dynamique au niveau de deux choses qui sont essentielles en psychosomatique, le fonctionnement du sujet, que dans le fonctionnement du sujet, ce qui est dominant pour nous, c'est la valeur de l'imaginaire, hein, qui est toujours là dans tous les cas. Hein. Alors, il y a des personnes qui fonctionnent avec cet imaginaire, il y a des personnes qui sont dépourvues de potentialité imaginative, et il y a des personnes qui fonctionnent avec les deux. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un imaginaire quelque part pour tout le monde la nuit. Et que notre rôle, c'est de recréer le lien. Et que ce qui facilite le lien, c'est la relation. Voilà. C'est la relation qui doit venir du sujet pour s'investir dans la relation au thérapeute et que le thérapeute mette en place une situation relationnelle qui soit cohérente pour que cette dynamique de l'imaginaire puisse se mettre en acte. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Après, les situations je dirais, les fonctionnements relationnels ne déterminent pas le plan de la pathologie psychosomatique. Ce qui détermine le plan de la pathologie psychosomatique, ce sont deux situations importantes qui sont conflictuelles toutes les deux. Le conflit avec issue, il y a une porte de sortie, on est dans un problème, il y a une porte de sortie, et le conflit sans issue ou impasse. Le conflit avec issue détermine toujours une pathologie fonctionnelle et le conflit sans issue ou impasse détermine toujours une pathologie organique. Et puis, voyez les situations relationnelles que je vous ai décrites, vous voyez que secondairement, les pathologies sont là pour jouer un rôle également, hein, et qu'elles viennent réalimenter la situation conflictuelle avec sans issue. Je veux dire par là que les pathologies sont aussi une manière de régler, hein, de penser régler un problème qui a l'air réglé et plus facile à vivre pour la personne, mais qui en fait la met dans une autre situation difficile dont elle n'a pas conscience. Voilà, c'est ça la difficulté. Voilà, bah écoutez, je vais vous dire bonsoir. Donc, on reprend demain, à quelle heure? Demain, même heure. À même heure. Hein, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de problèmes de connexion. Donc, on peut peut-être arriver un petit peu plus tard, voilà, du 7. Demain, on démarre à 9h. Ça vous va? Très bien. Parfait. Merci Sylvie.